On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Specté qui est FBB pour parole inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Vous voyez, le cadre a changé. On a voyagé pour aller rencontrer des gens qui vont vous faire voyager, vous, même si c'est pendant 2 jours seulement, et même si vous allez quand même rester en Martinique, ça reste quand même un voyage. Donc, nous sommes avec les organisateurs du fameux Baka Festival. Donc, Gaël Elisabeth, et Méloman, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, mais Gaël Elisabeth et, alors, DJ Dan ou... Dan tout court. Dan tout court. Donc, vous allez déjà, à tour de rôle, m'expliquer un petit peu c'est quoi votre rôle dans l'organisation de ce festival. Alors, je vais laisser parole aux femmes d'abord. Ok, c'est ce genre d'interview-là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ah putain. Non, enchanté. Déjà, merci de nous donner la parole. Of course, merci à vous. C'est cool. Nos rôles, mon rôle, mais c'est vrai que ça fait maintenant à peu près 10 ans qu'on a imaginé cet événement. Avec Gilles, Carl, Jennifer, Gladys, puis beaucoup de personnes, puisqu'à la base l'idée est venue de 2 assos. Du cinéma et cartel. On s'est concerté, on a brainstormé, on s'était dit qu'on voulait un peu faire bouger les choses à notre manière. Et puis comme tu l'as dit en introduction, un peu trouver une façon un peu déroutée de permettre aux gens de voyager tout en restant chez nous. Donc, au lieu d'aller vers les artistes, pourquoi pas essayer petit à petit de faire les artistes venir chez nous, quoi. Donc c'était le goal à l'époque. Et puis petit à petit, step by step, on essaye d'y arriver. Ok. Donc je suis du coup coproducteur et cofondateur du Baka Festival. Voilà, exact. Et toi, du coup, quel est ton rôle dans... Parce que moi, je connais comme... Je suis entré, puis c'est DJ Dan, The Dancehall Master. Je me dis, mais quel est le rôle de DJ Dan dans cette opération? Apporter cette logique artistique, parce que malheureusement, ils n'ont pas forcément dans la construction de leur événement, puisqu'ils sont plutôt basés... ils sont plutôt axés sur la sécurité, comment faire les gens venir, comment donner aux gens envie de venir déjà au Baka Festival. Et moi, je vais passer derrière et essayer de lisser tout ça pour harmoniser, donner ce petit côté artistique et une logique artistique du festival. Tu es un peu DA du festival au final, quoi. Un peu DA, un peu. Mais non, c'est ça. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un DA dans le truc. C'est intéressant, par exemple, si tu peux donner un ou plusieurs trucs que tu as orientés. En fait, on va par exemple dans l'organisation du passage des artistes, des DJ pour avoir une harmonie, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas mettre genre Kalash à 14h par exemple. Okay. Tu vois, bon, il y a des petits trucs comme ça, mais c'est vraiment harmonisé, qu'on ne se retrouve pas avec 2 DJ qui font à peu près la même chose d'affilée, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est avoir 2 DJ qui passent la même musique d'affilée, ça. Donc essayer de dispatcher correctement pour qu'il y ait une harmonie, tout simplement. Et tu es présent depuis cette année ou tu es présent depuis... Je suis là depuis 2017 exactement. Ok, d'accord. Depuis la première édition à Vauclin. Ça fait effectivement un petit bout de temps. J'ai regardé une interview à toi sur ATV et tu disais que la création du festival, l'idée du festival est un peu née d'une frustration. Est-ce que tu peux nous parler de cette frustration? En fait, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre, de raconter avec des mots simples. C'est que, tu sais, quand tu es jeune étudiant et que tu voyages, que tu vas peut-être dans des îles à côté de la Martinique, en stage, en immersion professionnelle, et que tu as l'impression, du moins quand tu parles de la Martinique, tu as l'impression que tu vas tomber sur des personnes qui sont en fait comme toi, et qui aussi te considèrent comme eux. Okay. Et moi, en fait, en 2010, j'ai pris une claque. C'était à Trinidad. Donc, j'étais à un événement à San Fernando. C'est dans le sud de Trinidad. Et c'était un événement green, donc sponsorisé par une marque très connue. Ouais. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à discuter avec certains gars là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils nous voyaient, les Martiniquais et les Guadeloupéens. Vraiment, le terme French West Indies, ils ont retenu que French en fait. Okay. Et pour eux, on est français, donc on écoute du Charles Aznavour. Fin, ok, d'accord. On n'est pas dans le même délire qu'eux. Okay. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas selon eux non plus une volonté de chez nous d'interagir avec eux. Je ne sais pas si Dan va partager cette vision avec moi. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, à l'époque,
Ben déjà là, je m'étais dit, putain, il y a un problème. C'est qu'on on est dans la Caraïbe, mais en fait, on n'est pas caribéen. Ok. On a l'impression que c'est pas qu'on a l'impression, c'est peut-être plus simple de faire 8 heures d'avion pour aller en Europe Ouais. que de faire 45 minutes de vol pour aller à Barbade ou à Trinidad. Mhm. Et c'est ça en fait qui m'a choqué à l'époque. Et depuis là, bon après j'ai travaillé aussi à Londres, donc du coup j'ai beaucoup fréquenté des Barbadiens. Et pareil, c'était la même chose. Quand on leur montrait les vidéos du carnaval de Martinique, ils étaient étonnés. Ils me disaient quoi, c'est chez vous ça, il y a ça, mais c'est la musique, les filles dansent comme ça, tout ça. Ouais. Et de là est venue l'idée de créer un événement en Martinique qui en fait parle à la Caraïbe. Ok. Et c'est pour ça qu'à l'époque l'événement s'appelait Bacchanal, parce que les événements phares de chez eux, c'est surtout à Trinidad, le Bacchanal on the Road, c'est la référence, c'est un mouvement phare du carnaval de Trinidad. Donc on s'est dit à l'époque, pourquoi pas faire notre Bacchanal à nous. Ok. Bon voilà, après on a changé de nom parce que bon, malheureusement, ce qu'on a voulu en faire du nom, il a été un peu mal utilisé. Donc du coup on s'est dit, bon allez, next, on va changer de nom, on va l'appeler Bacca. Et puis alors qu'à l'époque on voulait être centré que sur la Caraïbe, mais là on s'est dit, on va s'ouvrir, on va être un peu plus en mode afro. Oui, c'est sûr, parce que de toute façon, nous, on est aussi un bassin de culture. Exact. On est caribéen, mais aussi, comme tu dis, il y a le côté French, il y a plein de côtés Les côtés hispanophones, voilà. De toute façon on l'appelle le 6e continent, c'est pas pour rien, c'est vraiment l'espace dans le globe où il y a une densité de création qui est énorme. Et tous styles musicaux confondus, quand tu regardes que un mec comme Bob Marley a marqué toute une génération dans le monde entier. Tu as Cuba avec sa salsa. Donc en fait, tu te dis que sur un petit territoire qu'est la Caraïbe, tu as vraiment beaucoup de sonorités qui ont marqué toutes les musiques du monde en fait. Et d'ailleurs, vous avez des antécédents, donc, tous les deux. Donc toi, tu organisais des soirées avant ça, sur Paname. Donc toi, non, c'est même tout- d'Oussine, même ici en Martinique, surtout. En Martinique. Après à Paris. Et toi, donc, du coup, tu es DJ toujours ou bien tu... Je suis DJ toujours, je produis aussi, je fais beaucoup de choses. Donc voilà, vous avez tous les deux un passif dans l'organisation de soirées et vous avez eu envie de passer le next step. Et quelle a été quelle est justement la plus grosse difficulté pour passer de j'organise juste des soirées, etc. à j'organise un festival, vraiment? Ben moi en fait le passage il s'est même pas fait au niveau des soirées parce que bon, les soirées c'est venu en 2009, la première d'Oussine d'ailleurs tu étais Donc ça date entre vous. C'était 2009 et en fait c'était même pas le vrai passage a été de est-ce que je continue à chanter ou est-ce que je passe de l'autre côté. Moi, Ok. c'était vraiment ça le truc parce qu'à l'époque bon, voilà, j'étais en mode je chantais beaucoup de fêtes patronales et j'étais dans ces délires là avec mon acolyte de l'époque, mon voisin Lima, big up à toi, tu connais. Phénomène Star, si tu nous écoutes. Et à l'époque, voilà, je m'étais dit, bon, allez, je venais d'entrer en école de commerce et tout, avec des potes, on s'est dit, ben, tu sais quoi, on va faire nos propres événements. Déjà, c'était même pas sur une logique financière, c'était vraiment changer le game, tu vois, on en avait un peu assez d'aller dans les mêmes délires, c'était cadré, deux baffes, un DJ, on voulait pousser le truc un peu plus loin, on a galéré. Notre premier événement avec 40 personnes. Ça va quand même. Hein. Je sais pas si ça allait, mais bon, 40 personnes, et puis après, bon, le délire est parti de là. Est-ce qu'il y avait des choux? Ah oui, quand même. C'est le plus important. On était dans un vivier à l'époque qui était très fou. Non, mais c'est vrai, c'est plus de la classe où est parti, d'Oussine, donc petit à petit ça a grandi. On est parti sur Paris en 2013, c'est là que j'ai rencontré Gilles Carl de My Cartel. Ok. Le feeling est passé tout de suite. On a fait un événement ensemble à Paris. Ils sont revenus aussi. Ils faisaient déjà quelques événements en Martinique, mais on en a fait un en Martinique ensemble aussi. Et puis après, comme ils m'avaient bien accueilli à Paris, je leur ai dit, bon les gars, vous savez quoi, il y a un truc à faire. Allons s'asseoir, allons réfléchir. On a tablé dessus, on a planché pendant plus d'un an. Et puis voilà, de là est né Bacca. Et puis, Première édition, quelle année? 2014, au Bacca. Alors c'est intéressant parce que de base, pareil dans l'interview, tu disais que des fois on vous fermait des portes, etc. au début, et vous a quand même fait confiance le directeur du Bacca. Pourquoi selon toi? Parce que c'est vrai que tu te dis, toi, tu m'as dit, tu avais 23 ans? Ouais, 23, 24, ouais, 24. Tu arrives, un petit gars de 24 ans, bon, je vais faire une soirée, il y aura plein de gens boulés dans ton hôtel. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Moi, je dis non, personnellement. Mais déjà, bon, ça, les gens de la Soul diront, déjà, moi, très tôt, quand on réfléchit, quand on imagine un événement, moi, je pars du principe que
les mots ont un sens. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement, le terme soirée, ben, c'est un terme qui n'est pas forcément valorisant. Donc moi, très tôt, dès qu'on travaille sur quelque chose, je disais, on ne fait pas des soirées, on fait des événements. Et déjà, dans le discours, quand tu arrives, quand tu te présentes et que tu dis que tu veux faire un événement, déjà, la personne ne te met pas dans un rang, dans une case, elle te dit, ah, ok, soit une soirée de plus. Donc on te dit dans une logique de faire des événements. Ensuite, je pense, pour répondre à ta question, je pense que ce qui a séduit le directeur de l'époque, même M. Jaguet, au big up à toi, c'est surtout qu'en fait, on arrivait dans une période basse, de saison basse, en fait, dans le milieu du tourisme. Et qu'à cette période, les hôtels, en tout cas en Martinique, n'étaient pas forcément remplis. Donc nous, on avait, jusqu'à maintenant, on a une vision de la chose qui est que on vient pas à un festival, mais on vient en fait profiter d'un lieu pendant un certain nombre de temps. Et en fait, la partie musicale est que la cerise sur le gâteau. Donc le côté hébergement, le côté logement est très important. Donc nous, très tôt, on lui a dit, on va vous remplir votre hôtel. Et quand on lui a dit ça, ben forcément, c'est du business. Hein. Bon, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, le changement de lieu est dû à quoi? C'est en quelle année? C'est en 2017. 2017. Pourquoi vous changez de lieu? Parce qu'en 2016, ben, on arrive au maximum de la capacité du lieu. Donc l'événement, la 3e édition s'est très bien passée. Et tout de suite, lors du débrief, un mois après, donc le directeur il nous dit, bon, le groupe il va plus suivre parce que le lieu devient trop petit. Donc je vous dis ça très tôt, si ça tenait qu'à nous, on devait continuer, mais voilà, le lieu est trop petit, il faut que vous cherchiez un autre endroit. Donc tout de suite on a cherché des lieux, on a pensé au golfe des Toisilets, bon ça s'est pas fait parce qu'on voulait rester quand même dans une zone où au niveau hébergement c'était quand même assez fourni. Donc bon ça s'est pas fait au niveau du golfe, on a pris notre bâton de pèlerin, on a pris notre voiture, je me souviens avec Gilles Ducrot. On est arrivé un jour lors de la finale du championnat de kitesurf à Pointe-Fola. Et on est arrivé, on a vu toutes ces voiles dans le ciel. Je sais pas, on s'est dit, putain frère, c'est là qu'il faut qu'on fasse. C'est là, t'as eu l'illumination, t'as dit, c'est là. On s'est dit, c'est là qu'il faut qu'on fasse le truc. Et du coup, après, l'administratif a suivi, on fait nos courriers, on enchaîne nos réunions. Conseil municipal, pareil, même logique. Convaincre, expliquer ce qu'on veut faire, la vision sur le long terme que l'on a, puisque c'est pas un événement uniquement musical, on est vraiment dans une logique touristique, de créer une attractivité, faire que d'autres personnes de la Caraïbe puissent se dire, ok, je paye un billet d'avion pour aller passer un moment en Martinique, lors du Baka Festival. Donc à l'époque, le discours avait plu, il a plu, puisque jusqu'à maintenant, la ville du Vauclin nous suit. Et voilà quoi, donc le bébé a grossi, l'équipe aussi a grandi. Vous êtes combien là sur l'équipe d'organisation? À l'année, on est une bonne trentaine à travailler dessus. Ok. Une bonne trentaine, et puis maintenant on travaille en plusieurs pôles. Et c'est vrai que déjà en 2017, on s'est renforcé avec Dan, qui nous a apporté son expérience, sa vision des choses, parce que c'est vrai qu'on est un peu borné, puis en étant passionné, tu penses toujours avoir la science infuse. C'est-à-dire que voilà, tu t'es dit, ok, le people il va kiffer ça, parce que tu kiffes ça en fait. Alors c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien quand je regarde toutes les réactions Twitter, parce que bon, on nous dit qu'il faut pas regarder, mais bon, moi j'aime bien analyser tout ça. Quand tu analyses, tu vois en fait que ça te montre bien la grande différence qu'il existe entre les publics en fait. C'est-à-dire que sur un artiste, tu en auras qui seront heureux, tu en auras qui seront pas contents, tu en auras qui se diront bon, ça change rien à ma life. Mais en fait voilà, c'est ce que Dan a essayé d'apporter, de dire qu'aujourd'hui un festival, c'est pas un style musical. C'est clair. C'est tu viens, tu consommes et tu découvres en fait des musiques que tu n'auras pas forcément écoutées de ton propre fait. Donc quand tu arrives au festival, l'idée c'est de donner le choix. Et donner le choix, donc il faut aller vers des artistes, donc avec un grand A. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi aller vers des artistes qui savent faire le show. Donc voilà, toute cette partie-là, c'est vraiment lui qui nous aiguille, qui nous explique, ouais les gars, ok, je vois ça plus à cette heure-là. Et c'est vrai que ce travail qu'il fait nous permet aussi derrière de plus taffer sur la partie com. Et c'est important que tu parles du line-up, parce que tu parles de Twitter, du line-up, c'est vrai que moi je passe ma vie sur Twitter, je vois à chaque fois les réactions, etc. Là, un truc intéressant qu'il y a eu cette année, je saute un peu parce que c'est une question qui a été posée par l'un de mes abonnés, c'était cette année, j'ai l'impression que vous avez annoncé plus goutte à goutte et plus sur la longue durée. C'est-à-dire que là, par exemple,
c'est dans 2 semaines au moment où on enregistre, je pense que je vais sortir ça dans pas longtemps. Vous avez annoncé des trucs hier ou avant-hier. Est-ce que, par exemple, je sais pas, je prends n'importe quel festival qui a lieu, je sais pas où, s'il faut prendre des billets d'avion, etc., est-ce que c'est pas, c'est temps pour prendre le billet, pourquoi le choix de cette stratégie, si c'est une stratégie, pourquoi du coup? C'est vraiment une stratégie. C'est vraiment une stratégie et elle fait partie. C'est ce qui nous permet aussi de nous démarquer. Et on en est fiers. Et on va toujours rester dans cette dynamique parce qu'en fait, on a rencontré en 2015, parce qu'aussi dans ce métier on fait de belles rencontres. En 2015, on a fait la rencontre du producteur du Dour Festival. Okay. Le Dour Festival, c'est le deuxième plus gros festival de Belgique après Tomorrowland. C'est un festival qui accueille 250 000 personnes. Et il était de passage en Martinique. Et l'une des personnes qui travaillait avec nous sur le festival gérait sa conciergerie, la conciergerie qui l'hébergeait. Elle nous a dit, ouais les gars, ce serait bien que vous rencontrez ce mec, il est vraiment cool, je vais parler de vous, je pense que ce serait bien. Et la première chose qu'il nous a dite, moi ça m'a aussi choqué, dès là on s'est dit, ok, c'est vers cette direction qu'on ira. Il nous a dit, les gars, un festival c'est pas un concours d'artistes en fait. Il faut développer l'âme de ton festival. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu auras réussi ton festival si les gens sont capables d'acheter leurs billets sans même avoir annoncé un artiste. Tu sais, c'est intéressant parce que je me disais ça. Moi, entre guillemets, sans vouloir faire la pub, je vous fais confiance, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'un des rares événements où je vais. J'ai été peut-être 4 fois. C'est très rare que je fasse ça. Et je me dis, merci. Faut calme. Je me dis, les gars, quand je vois les critiques sur Twitter, je me dis, les gars, c'est ça ce qu'ils font. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un minimum de confiance qui devrait s'établir au fur et à mesure? Donc, je pense que de toute façon, tu me diras par rapport aux billets achetés, etc., les gens n'attendent pas forcément le dernier gros headliner pour acheter des tickets. Non, c'est pas. Et nous, en fait, on aime jouer un peu avec ça. On se dit que les headliners, on les lâche plus vers la fin pour vraiment récompenser ceux qui nous font confiance. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que le BACA, tu sais que il va t'annoncer les artistes step by step. Parce que c'est très important pour nous aussi de présenter l'artiste. Aujourd'hui, on va le faire de toutes les façons. Même notre campagne, entre guillemets, 4 par est déjà lancée. Tu as vu, on a, entre guillemets, placardé, annoncé tous les artistes. Ouais. On pourrait le faire. On pourrait annoncer dès février tous les artistes et puis allez, vas-y qu'on fait de la com par-ci, vas-y qu'on fait de la com par-là. Mais l'objectif, c'est vraiment de présenter chaque artiste one by one. Rentrer dans son univers, que les gens prennent le temps de comprendre quel artiste on va mettre, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas en fait. Ouais. Au moins, je trouve que c'est respectueux vis-à-vis de l'artiste, qu'il ait sa propre tribune, plutôt qu'il soit placardé entre 50 artistes. Peut-être que demain, on pourra plus le faire. Peut-être que le journal a 100 artistes, on ne va pas s'amuser à annoncer 100 artistes. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on a un nombre d'artistes qui est quand même assez raisonnable, même si on a plus que doublé par rapport à 2019. On veut quand même le faire pour pouvoir présenter chaque artiste, one by one. Okay. Et puis bien sûr, la semaine prochaine, on va annoncer tous les plateaux, les horaires de passage, les nouveautés aussi. Ça, je vais plus laisser Dan en parler parce qu'on l'avait essayé en 2019, mais cette année, on a vraiment une deuxième scène. D'ailleurs, c'est aussi une des questions. Pourquoi le choix de cette deuxième scène? Ça va se présenter comment? Ça va fonctionner comment? Deuxième scène, ça sera une scène aussi attractive que la principale, moi celle qu'on connaît côté plage, avec un line-up aussi fourni que la scène côté plage, et ça sera l'équivalent. Ce ne sera pas une plus grosse où il n'y a pas ça, ça sera juste une scène supplémentaire, tu vois. Okay. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que elle sera aussi attractive voilà, l'une sera aussi attractive que l'autre, tout simplement. Mais d'ailleurs, je me posais la question, c'est-à-dire, est-ce que pendant qu'il y a cette deuxième scène, il y a une autre animation musicale toujours? Donc en fait, il faudra inviter les gens à aller... Non, les scènes jouent en simultané. Okay. Les scènes jouent en simultané. Après, on a bien sûr fait de manière à ce que les artistes ne se retrouvent pas face à face. Voilà, déjà, par respect pour les artistes surtout. Et je pense que chaque personne va y trouver son compte, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, le line-up d'artistes sera annoncé par scène. Donc, ce sera plus facile pour tout à chacun de savoir où il ira par rapport à tel artiste, à quelle heure. Voilà. Et non, ça va pas poser de problème.
Je reste confiant. On reste confiant. Restons confiants et puis surtout, en fait, là aujourd'hui, bon, les festivals, ils vont découvrir Socio qu'on a travaillé quand même depuis 2 ans, parce que bon, avec le Covid, on a quand même eu un peu de temps pour déjà sortir la tête du guidon, un peu voir ce qui n'a pas marché en 2019 et les années précédentes, un peu rectifier. Déjà, la grande nouveauté, c'est que l'espace a doublé. Ok. On était sur à peu près 13 000 mètres carrés en 2019, là on est aujourd'hui à 24 000 mètres carrés. Ok. Donc on est sur un espace qui est beaucoup plus grand. Et en fait, on s'est dit, on ne va pas faire plus grand pour être plus grand, on va vraiment utiliser l'espace supplémentaire pour aller créer d'autres expériences, créer de nouveaux univers. Et la deuxième scène s'inscrit dans ça en fait, c'est-à-dire que ce ne sera pas une deuxième scène de substitution, non, ce sera vraiment une vraie deuxième scène avec une direction artistique, avec un univers différent de la grande scène, une consommation de la musique différente aussi. Pas de la première scène. La première scène, c'est vrai qu'on se comprend. En fait, la première scène, c'est pour moi la deuxième, mais pour lui, c'est la première. Donc, bref. Okay, mais bon, on s'est compris. Mais en fait, l'idée, c'est que en fait, chaque scène est son univers et que la manière d'aller consommer un artiste sur la première ne sera pas la même que la deuxième. Okay. Le mood ne sera pas pareil non plus. Okay. L'univers, la déco. Là, je vois Sandy qui est là, qui est notre scénographe. Voilà, l'univers aussi réfléchi autour de la première scène n'est pas la même que la deuxième scène. Donc, voilà, donc il y a vraiment une grosse réflexion autour de ça. D'ailleurs, si on parlait du line-up, comment vous avez choisi et comment en général vous choisissez les artistes? Là, on sait qu'il y a du local, il y a Rachel Allison, Matthew White, bien sûr, Kalash, Kima Tito. Il y a de l'international avec, donc c'est... Il y a Fields, il y a CK. En international, il y a Kess aussi. Il y a Kess. Comment vous faites ces choix? Les choix sont faits déjà, bon, on va dire, je dirais pas surfer sur des buzz, mais en tout cas, voir ce qui fonctionne, ce qui est actuel, déjà. Sans oublier aussi les racines, quoi, j'ai envie de dire. Comme Daddy Naughty, ça reste quand même une légende. Et d'anthologie aussi, qui a vraiment marqué une génération. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de rassembler toutes ces générations-là autour du même festival, tu vois. Pour dire que c'est pas parce que j'ai 18 ans que je ne peux pas y découvrir en anthologie. C'est clair. Tu vois, c'est pas parce que j'ai 18 ans que je ne peux pas aller écouter un live de Vibe. Non, c'est clair, aussi. Aujourd'hui, pour répondre à la question de pourquoi Vibe, nous, on a envie de faire découvrir aux gens aussi le live, en fait. Tu sais, la vraie musique, c'est aussi vraiment du live. Et avoir des groupes qui font que du live, c'est aussi une chance pour nous, pour notre culture, pour notre histoire aussi. Donc, je pense que ça mérite d'être mis en avant. En plus, c'est la première fois qu'on a un groupe haïtien. On l'a jamais fait. Donc on reste un festival caribéen. Donc comment faire un festival de musique caribéenne sans mettre de la musique haïtienne? C'était presque pas logique. Et puis moi là pour le coup c'est une musique qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que on a tous, en tout cas ma génération, j'ai 33 ans, on a tous été marqués par le sensible à la gâchette. Quand ta maman t'emmenait au lycée le matin ou bien te récupérait, voilà, tu avais toujours ou bien dans le bus, tu avais toujours un petit sensible à la gâchette parce qu'en 2005-2006 c'était le son qui buzzait. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est aussi créer des souvenirs. Surtout qu'il est resté, c'est un groupe qui est resté actuel, qu'on entend toujours. Ils se sont séparés, mais Michael Guillaume, il a toujours gardé. Qui me follow sur Instagram, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. C'était important de le faire. Mais tu sais, un truc important aussi que tu as dit, qu'on s'était déjà dit auparavant, mais que tu as dit dans ton interview, c'est qu'on n'a pas la culture festival en Martinique. Parce que tu vois, moi, quand je vois des Coachella ou etc. qui sont annoncés, tu as peut-être un plateau de, je sais pas, 70 artistes, tu en as des super gros et puis tu en as peut-être 10 en tout petit. Et il n'y a pas ce retour de j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de. Parce que la personne, de toute façon, a envie d'aller au Rolling Loud. Je veux aller au Rolling Loud. Et voilà, il y a peut-être ce headliner là, celui-là qui m'intéresse, mais tu as des gens qui restent debout vraiment peut-être pendant 3 heures pour attendre de voir peut-être cet artiste-là et puis qui découvrent en attendant. Est-ce que vous trouvez qu'on évolue culturellement, en fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, les gens comprennent que, ok, je ne suis pas obligé d'aimer tous les artistes du line-up, je vais peut-être moins aimer celui-là, mais je peux aussi découvrir. Est-ce que vous pensez que ça évolue? Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, rien n'évoluera en fait. C'est vrai.
Ça, c'est clair et net. Si on ne fait rien, on ne pourra jamais donner l'opportunité aux gens, en tout cas, de s'habituer à ça, en fait. Parce qu'il y a une histoire d'habitude, parce que le festival, on le voit un peu comme... je pense qu'au début, on se voyait un peu comme une fête patronale, en fait. Oui. Un podium, un public, et puis c'est tout. En fait, non, faut aller plus loin que ça, en fait. Il faut aussi faire la distinction entre festival musical et une soirée, ou un événement sur une plage. Mais c'est intéressant parce que nous, je pense qu'on a la particularité on est aussi un peu un festival de DJ. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Je vois ce là que tu veux dire. On annonce les DJ, là où, je sais pas, pas forcément, parce que quand tu as des festivals où il n'y a que des DJ, aussi. comme l'Ultra Festival ou Tomorrowland, où il n'y a que des DJ. Mais bon, nous, c'est un peu un mix, C'est un peu mix, et tant mieux, parce que ça représente un peu la Martinique en fait. C'est sûr. Mais là où je vais... en fait, le côté festival, en fait, ça a du mal à rentrer parce que je me souviens, quand j'ai pris les commandes de la scène, parce qu'à la base, je suis stage manager, donc un peu régisseur plateau. Et en fait, je m'occupe un peu aussi de la scénographie aussi pour savoir comment on va dérouler l'événement, le line-up, tout ça. Et je suis arrivé et j'ai dit, bon, on va faire des interplateaux. L'interplateau, c'est quoi? C'est 5-10 minutes entre chaque DJ ou artiste. Le temps en général pour changer le plateau, pour les setups, tout ça. Eh ben, il y a des gens qui m'ont dit, des gens qui sont dans l'événementiel, qui m'ont dit, ouais, pourquoi il y a cette pause entre les DJ, entre les artistes? J'ai dit, mais c'est normal, tu es dans un festival. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que la culture festival, on ne la connaît pas en fait. Mais clairement, parce que même moi j'étais en mode, vous jouiez du Bob Marley à un moment. Oui, entre les. Et j'étais en mode, mais ils sont ouf, pourquoi il y a du Bob Marley, machin, etc. Et maintenant que tu me dis ça, effectivement, peut-être que dans les autres festivals à l'extérieur. Donc tu iras dans n'importe quel festival, c'est pas les gars ils s'enchaînent back to back, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes avec du recul, tu te dis, mais attends, si tu restes là devant la scène pendant de 14h jusqu'à minuit, il faut un petit break en fait. Il faut un break parce que tu vas rester pendant 40 minutes devant ton artiste et puis un autre qui enchaîne derrière, tu vas pas rester encore comme ça, tu vois. Il faut qu'il y ait un break. Un break, le temps d'aller faire pipi, le temps d'aller prendre à boire, acheter un truc, tu vois. Et puis de faire redescendre pour mieux remonter, tu vois. Donc il y a ce break là, puis ça nous permet aussi à la technique de, s'il y a un live, de placer les trucs, si des DJ mixent sur des setups différents, de changer tout ça. C'est bien qu'il lui raconte cette histoire. En fait, tu sais ce qu'on appelait le bacchanal avant, sous la royauté française. Tu sais ce que c'était le bacchanal? Parce que c'est vraiment un terme, quand on va vraiment chercher loin, c'est vraiment un terme qui était entre guillemets péjoratif et qui était vraiment synonyme de bordel. Bordel, oui, c'est tout à fait. Mais le bacchanal à l'époque, donc c'était quoi? C'était le bouffon du roi, parce qu'il y avait une représentation, une pièce de théâtre. Le bouffon du roi, il venait faire le bacchanal. C'était les entractes en fait. Et ce bacchanal qu'il faisait, il captait l'attention des gens en faisant des conneries, pour permettre derrière aux techniciens de changer de plateau, de décor. Donc, tu vois, l'histoire, elle n'est pas si mal écrite que ça, tu vois. Il y a vraiment toute une réflexion derrière. Et ça, et quand il nous l'a amené, ça a poussé à faire quelque chose qui est aujourd'hui notre signature, c'est la fameuse voix qui annonce chaque artiste, qui est d'ailleurs une amie à toi en plus, je crois, qui est de Londres, qui enregistre. Non, c'est dans ces cartes qui gèrent ça, mais j'avais effectivement amené cette idée-là, qui... Je savais que ça allait marquer parce que la manière dont on amène le truc, tu vois, plutôt que d'avoir justement un présentateur pour encore rappeler ce côté un peu fête patronale, tu vois. Même s'il y a de très bons présentateurs après, mais on voulait changer puis pas faire comme les autres en fait. Non, c'est clair pour se démanquer quoi. Et je pense que il y a des gens maintenant qui attendent ça à chaque fois. Maintenant, depuis, on a fait 3 ans au club. C'était en 2018 qu'elle est arrivée là. Non. 2017 2017. Oh putain. Elle arrive en 2017 là, voilà. Ok. Voilà, quand ça te dit welcome to Bac. Oui, welcome to. Voilà, et puis ça introduit l'artiste ou le DJ et ensuite le set commence. Ça, c'est encore une signature Baka, tu vois. Et ça, c'est intéressant d'avoir des références comme ça où on sait que ça, c'est Baka. Non, c'est intéressant et tu vois tout ça. Ça m'amène à une autre question que les fans ont posée, entre guillemets, toute cette réflexion, les voix, la scénographie, etc. Tout ça, c'est un coup. Et il y a une question qui est revenue, c'est pourquoi c'est aussi cher?
pourquoi c'est aussi cher, j'ai pas, il y a quelqu'un qui m'a demandé le prix a doublé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc avant de, voilà, etc. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que moi je le sais, mais peut-être que les gens ne savent pas, organiser tout ça, ça a un coût. Je regarde une interview de Monsieur Méloman et on lui dit, combien ça coûte, Monsieur Gaël? Et tu sens que, tu vois, il veut pas, il veut faire. Et il lui dit, donne-nous une fourchette, il dit, on est au-dessus d'1 million. Et j'ai dit, là on est dans les vrais chiffres, là, on est dans le million. Est-ce que vous pouvez me parler du coût de la réalisation? Parce que c'est sûr, il y a la sécurité, il y a la scène, il y a les partenaires. Il y a tellement de coûts en fait, parce que le premier truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur un terrain nu. Il n'y a rien, vous devez créer. C'est un terrain nu, c'est-à-dire que faut clôturer, faut emmener des groupes, faut emmener des toilettes, il y a tout à emmener en fait. Il y a tout à emmener. Faut ramener, faire des travaux, voilà, ça va. Mettre une scène, ça coûte cher. Mettre une sono pour plus de 10 000 personnes, ça coûte cher aussi. Les infrastructures, pour faire les bars, le personnel aussi, ça coûte cher. Ouais. En fait, c'est pas une soirée, c'est pas un événement, c'est pas un simple événement, j'ai envie de dire. C'est pas un zouk, hein. Voilà, c'est pas un truc où tu vas, il y a 2 haut-parleurs, un DJ, 2 vigiles devant. Juste pour montrer un poste, on est aujourd'hui l'événement, on est devenu l'événement qui fait appel à le plus d'agents de sécurité en Martinique. Ok. Loin devant le tour des halls. C'est juste pour montrer le délire. Ok. Donc en termes de coûts derrière, c'est des coûts incompressibles. Parce que la sécurité, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, et pour tout le monde, de toute façon. Donc, on ne va pas lésiner sur les moyens. Aujourd'hui, on veut faire de belles choses. Donc, pour faire toutes belles choses à un prix, malheureusement, on ne peut même pas mettre le vrai prix. Parce qu'on se dit qu'effectivement, les personnes pas qu'elles ne comprendraient pas, c'est pas ça le terme. Mais en fait, notre objectif, c'est pas non plus de faire un prix exorbitant. Aujourd'hui, 120 €, ça représente même pas 50% de ce que ça coûte en réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de faire appel à des partenaires privés pour pouvoir, entre guillemets, nous aider à faire le festival, tout simplement, parce que aujourd'hui, c'est un bébé qui a grossi. Les artistes aussi, les tarots, ils ne sont pas gratuits. Aujourd'hui, quand on va y venir, c'est intéressant. Donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est que ça coûte 120 €, c'est ça, tu as dit? Ouais, mais ça devrait être 200 €. 220, 230 €, comme tous les festivals dans le monde. Le vrai prix, normalement, ça devrait être ça. Oui. Non, c'est important de le dire parce que vraiment... Et surtout dire que en fait, quand les gens ils payent 120 €, c'est pas 120 € qui vont dans notre poche à nous, en fait. Oui, il faut payer. Dans les 120 €, il y a peut-être 20 € qui vont payer la sono, 15 € qui vont payer la sécurité, 30 € qui vont payer d'autres postes, le personnel, il en parlait, les travaux, l'assurance. Il y a énormément de choses qui entrent en compte. Et en fait, nous, quand on voit qu'on fait quand même des efforts pour maintenir le festival à un certain niveau, parce qu'on aurait pu se dire, allez, Covid passé, 2 ans de Covid, allez, on va retourner, on va mettre une seule stage, 2 artistes, on met un gros artiste le samedi, un gros artiste le dimanche, plein de DJ, et puis next. Ouais. Non, on s'est dit, bon allez, on va essayer de maintenir le cap, toujours avec une progression step by step. Parce qu'on a un vrai objectif, on ne va pas le dire, parce que Inch'Allah, mais voilà, il faut garder le cap. Donc chaque année, on augmente, on reste selon le plan pour arriver un jour, là on veut vraiment arriver. Petit à petit, on va y arriver. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que là, pas cher. Arrêtez de mentir les mouvements. Mais tu as aussi parlé du coup des artistes. C'est intéressant aussi parce que quand on annonce le line-up, vous avez en fait un peu gâté le public. Que ce soit vous et aussi la holding qui fait un gros travail. Ouais, big up. Vos big ups qui sont au WhatsApp. Et tu vois, on n'est pas habitué, moi, tu vois, on a à peu près le même âge, j'étais un peu plus grand, mais tu vois, quand j'avais 19-20 ans, j'avais pas de festival avec Popcan, ça n'existait pas, les gars, je vous dis très clairement. Et donc, du coup, quand vous annoncez les artistes, que ce soit vous, d'autres festivals, il y a peut-être une attente de je veux Rihanna, et c'est tout, je veux Rihanna, machin. Mais j'ai envie de parler du coût de tout ça. Pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'un artiste international, ça a un vrai prix. Est-ce que, en exclusivité, tu peux nous donner le prix de gros artistes là sur une baka passée? Par exemple, Popcan ou Machel Montana. Une fourchette, à peu près. Toi, tu penses combien? 50K, hein? Pour qui? Popcan. Popcan 90. 90K. Tout compris.
C'est ouf, hein. Tu vois, les gens, ils réalisent pas, ils se disent... Non, mais ce que tu dis là, c'est vrai, j'ai discuté avec un pote parce que il disait, ouais, les gars, c'est cher à l'époque, hein, déjà. Parce que ça a toujours été cher. Et c'est ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les années, c'était en 2017, on nous disait que c'était cher, en 2018, c'était cher. Mais petit à petit, le line-up s'étoffe. Donc, on se dit qu'on n'est pas trop dans le faux. Et qu'en réalité, en fait, le prix qu'on demande reste cohérent par rapport à l'offre qu'on propose. Et c'est vrai que j'avais demandé un pote, la même question que je t'ai posée, je t'ai dit, tu penses combien ça coûte combien? Il me dit 10 000. Et c'est vrai que 10 000 pour lui, c'était déjà beaucoup. Oui, tu te dis 10 000. 10 000, c'est beaucoup en vrai. Ben, c'est beaucoup plus cher. Aujourd'hui, en plus, on subit notre éloignement, on subit notre insularité, comme je disais aussi. Aujourd'hui, un artiste, pour qu'il vienne en Martinique, mon gars, crois-moi qu'il faut vraiment qu'on discute, qu'on parle au management, parce que les gars, ils se disent, ouais, la Martinique, c'est loin. Le temps de venir, ça nous fait perdre du temps, entre guillemets. Tu disais qu'en gros, il faut bloquer 2-3 jours. J'ai été gentil. Ouais. En vrai, c'est une semaine. Quand une artiste, elle vient ici, elle va pas prendre de date, sauf si c'est dans la Caraïbe à côté. Elle va pas prendre de date en Europe 2-3 jours après. Le décalage horaire, ça pèse. Donc il faut vraiment, entre guillemets, un sacrifice. Bon, après, je suppose que ça rentre dans le prix après, entre guillemets, puis ils peuvent découvrir, machin, etc. Mais l'insularité joue beaucoup. Ouais, c'est de la logistique, comme pour tout, même pour la scène. Aujourd'hui, la scène, la moitié des éléments de la scène viennent de Bordeaux. Ah ouais, ça je sais. Tu vois, donc ne serait-ce que ça, les coûts du transport ont doublé par rapport à 2019. Voilà, donc aujourd'hui, tu vois, quand Ronicia vient par exemple, je ne vais pas dire qu'on l'a entre guillemets flatté, c'est pas ça, au contraire, elle est contente de venir en fait. Parce que je me rends compte que le public antillais, il plaît vraiment en fait. Et donc elle est contente de venir, mais derrière, ils ont une réalité aussi, je pense, économique, en se disant que bon, peut-être que. Bon, ça n'a pas été le cas avec eux, mais je me dis que peut-être que des artistes comme eux se disent peut-être, ouais, venir en Martinique, venir aux Antilles, ça nous bloque 4 jours quoi. Alors que si on est en Europe, on peut enchaîner les dates, une date là, de jour en jour. Donc c'est tout autant de difficultés qu'il faut prendre en compte aussi. Ouais, sachant qu'il y en a plusieurs en plus, donc c'est Ronicia, c'est Siké, c'est Phil, c'est etc. Siké qui sort du Nigeria, il faut qu'il aille à Londres, faire son visa, après de Londres revenir à Paris. Et même nos artistes antillais qui ne sont pas forcément là, il y a tout ça. Je vous passe les détails du nombre de billets d'avion. Non, vraiment, il y a un gros travail, c'est important de montrer qu'il faut être conscient de ça, entre guillemets. Une autre question importante pour ce Bacafest qui revient souvent, surtout par rapport à, j'étais à la Holding il y a une semaine, donc il y a eu des petits débordements, mais même avant ça revient très souvent, c'est la sécurité. Donc tu nous disais que vous êtes l'événement en Martinique où il y a le plus d'agents de sécurité. Est-ce que tu peux me parler de l'importance de la sécurité, de ce qui est mis en place? Il y a aussi des gens qui parlaient du fait qu'ils étaient compress dans l'événement, mais là tu disais que vous avez doublé la place. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est mis en place pour être sûr de la sécurité des festivaliers? Déjà, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on apprend de nos erreurs. C'est-à-dire que nous, en fait, on est vraiment à cheval sur les critiques, en fait, en vrai. On analyse vraiment chaque critique, on essaye vraiment de se mettre à la place des festivaliers, parce qu'en fait, on veut vraiment qu'ils soient satisfaits. L'objectif, c'est que quand tout le monde sort de là, qu'ils nous disent, les gars, respect, ce que vous avez fait, c'est super. En fait, c'est vraiment une vraie satisfaction si le client est satisfait. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire, ce sont de nombreuses remontées qui nous ont été faites, le fait qu'ils étaient trop compressés et tout. Donc l'augmentation de l'espace était pour nous primordial. Ça a été fait, c'est une vraie réussite pour nous, on est très contents. Et puis on a beaucoup travaillé aussi sur la fluidité. Parce qu'en 2018, donc il y a 2 éditions de ça, effectivement on est passé au cashless. Tu sais, le petit bracelet que tu as, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir ton espèce sur toi, ta carte et tout. Ton bracelet, c'est ta vie, c'est ta life. En un clic, tu peux vivre ton festival en toute sécurité. Donc, est-ce que ça fonctionne comme ça à l'extérieur aussi, ou bien c'est un truc que vous avez... Non, justement, quand on fait beaucoup de festivals, on va voir beaucoup de festivals, le YLS à Londres, tu as parlé de l'Ultra, au Nord et tout, et quand on voit, ils sont cashless depuis 10 ans en fait. Ah, ok. Et il n'y a qu'aux Antilles, en tout cas, où en fait on était toujours à l'ancienne, à l'état CB et tout, etc. Donc on a cherché à comprendre. Et pareil, en 2018, on s'est dit on va passer le cap. Donc on l'a fait de manière hybride, on a toujours gardé l'ancien système, mais on a amené le nouveau système. Par contre, ce qu'on a rendu obligatoire à l'époque, c'est que pour entrer au festival, tu étais obligé d'activer ton bracelet. Et on n'avait pas anticipé quelque chose en 2018, c'est que
on avait effectivement remis les bracelets, mais les gens l'activaient sur place. Ça veut dire que la personne, elle venait le jour même, l'activait. Donc le premier jour, c'était entre guillemets la merde parce que tu as 8000 personnes qui sont là et que tu dois activer en fait. Tout à fait. Ça prend du temps, donc ça fait des queues interminables et tout. Donc en 2019, on a pris la décision d'activer ces bracelets en amont. Donc on a noué un partenariat avec le Palais des Congrès, donc le Majana, pour pouvoir faire 2 jours en 2019 où en fait les gens étaient invités à venir activer leur bracelet pour accroître la fluidité de l'accès sur le site. Ok. Et cette année, on a encore accentué ce partenariat puisque ce n'est plus 2 jours, mais ce seront 5 jours. Donc je l'annonce, donc à partir du lundi, donc de lundi proche, de lundi 8 jusqu'au vendredi 12. Les gens devront aller activer leur bracelet à Majana, ce qui fait qu'en fait, les gens, lorsqu'ils arrivent au Vauclin, ils ont juste à être contrôlés, pas d'activation qui prend en réalité du temps, et ça, c'est censé fluidifier. Et derrière, le cashless aussi donne accès à une autre expérience de festivalier. Aujourd'hui, grâce au cashless, en entrant tes données RGPD, tu as accès à des informations, les gens vont recevoir du mailing avec les bons, je suis fatigué. Ça demande du travail. Non, avec les bons plans du festival, avec les bonnes astuces aussi. Donc aujourd'hui, on est aussi plus en lien avec le festivalier grâce à ce bracelet. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des remontées. S'ils ne sont pas contents aussi, ils pourront aussi nous le faire savoir via l'application. Donc voilà, on est vraiment dans un échange de plus en plus accru avec le festivalier. Donc voilà. Et pour revenir, du coup, la sécurité, c'est l'élément clé. Aujourd'hui, cet événement, on prépare environ sur 8 mois. Et les premiers mois, c'est only sécurité. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore sur la partie line-up, rien du tout. C'est only sécurité, même si on a déjà des idées de ce qu'on fait. Donc, c'est des passages en préfecture. Il faut savoir que cet événement, ils ont un PCO. Donc, c'est un poste de commande opérationnel où tu auras tous les corps de métier de la sécurité de l'île, en fait. Donc, pompiers, gendarmerie, donc les pompiers, donc le SDIS, tu auras la mairie, on aura aussi des secouristes, des médecins. Donc, en fait, ce PCO, il est là pour pouvoir en fait gérer l'aléa et le risque durant le festival. Ok. Donc tous ces éléments sont vraiment pris en amont. On a une société de sécurité avec qui on travaille depuis des années, qui est aussi devenue encore plus professionnelle qu'elle ne l'était à l'époque, et qui met aussi en place des process pour que justement tout le monde arrive en sécurité. Puis on a aussi un support de plus en plus accru de l'État avec la gendarmerie et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que on commence de plus en plus à nous faire confiance et je pense qu'on commence aussi à nous donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. C'est carré, vous aussi venez dans un bon esprit parce que si le public vient dans un bon esprit, ça aide aussi à la sécurité. Et en parlant du public, j'ai demandé sur mon compte Instagram quelles questions pour les organisateurs de la BACA. Donc on en a beaucoup parce que mes abonnés sont chauds, n'est-ce pas? Donc déjà tu dis quoi, la BACA? Non, alors déjà il m'a dit que c'est le BACA, mais tout le monde dit la BACA. Donc j'ai dit le BACA et ensuite j'ai dit la BACA pour faire les deux. Okay. Le BACA c'est parce que c'est un festival, avant on disait la BACA. Voilà, avant c'était la Bacchanal, donc je pense que c'est pour ça que les gens ils font la... Les gens ils sont restés, c'est trop tard. C'est le Martiniquais, quand il s'est approprié un truc c'est la BACA. Mais c'est le BACA, c'est comme le Covid, tu vois, tout le monde va rester bloqué, mais c'est pas grave. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on va répondre en flash, donc essayez de faire des réponses courtes parce qu'il y en a beaucoup. Donc alors, les gens voudraient savoir le programme. Quand est-ce qu'on aura le programme pour savoir si je viens le samedi ou le dimanche, il y a tel jour, machin. Quand est-ce que vous aurez le programme, etc. avec les heures, etc. Comme chaque année, et les gens ils oublient, on lâche toujours le line-up la veille. C'est la veille, donc de toute façon, les autres qui savent la veille. Donc ça c'est trop tard pour vous. Pourquoi Alors il n'y a plus de paiement en 2 fois disponible? Ouais, parce que qui dit paiement en 2 fois, dit paiement sur 2 mois. Ouais. Et on est à 2 semaines de l'événement. Ok. Donc voilà, fallait faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Alors, est-ce que je dois venir avec ma chaise pliante ou pas? La personne n'a pas le droit de toute façon. Non. Mais est-ce qu'il y a des endroits pour s'asseoir? Oui. On a un village vraiment prévu à cet effet qui est la chill zone. Où vraiment il y aura l'espace restauration, des espaces de détente, encore plus que les années précédentes.
Donc oui, il y aura de quoi s'asseoir. Pour les papis et les mamies qui sont fatigués. Est-ce qu'il y aura un direct, genre Facebook machin? Bien sûr, cette année on va travailler encore avec un nouveau qui rentre pas un nouveau du milieu, mais un nouveau partenaire qui rentre dans la boucle en Dream Master. Dream Master, Jocelyn Botor, WhatsApp d'Orvador, si tu nous écoutes. Alors, vu le nombre d'artistes annoncés, comment vont-ils décider qui va sur la scène 1 ou la scène 2? Donc, c'est écrit scène principale ou pas, mais bon, comment on décide qui va sur quelle scène? Eh ben, ça sera selon le mood qu'on veut mettre. Donc, il y aura un mood particulier sur une scène et un autre mood sur notre scène. Voilà, ok, d'accord. Tout simplement. C'est selon le mood. Ouais. Le prix des boissons, est-ce qu'on peut avoir la carte pour ne pas être choqué? C'est vrai, ça revient beaucoup. Est-ce que vous voulez parler du prix? C'est pas mon truc. Moi non plus, je ne bois pas, donc on va le laisser. Non, il y aura les prix. On a mis en place des prix pour satisfaire tout le monde. En fait. Donc, on ne sera pas obligé d'aller vers des sommes extraordinaires pour pouvoir boire et consommer. D'ailleurs, on a augmenté aussi la quantité d'eau, parce que c'est vrai, ça fait partie de l'une des remontées qu'on a eues en 2019, donc ça aussi on a travaillé dessus. Donc aujourd'hui, les choses... Mais ça demande énormément d'eau, hein. Tu vois, j'étais en train de penser à ça logistiquement. C'est de la folie, hein. C'est de l'eau. On a aussi un nouveau partenaire qui nous a rejoint, donc la SME, qui va aussi mettre en place des fontaines. Okay. Donc un peu à l'instar du carnaval de Fort-de-France, je ne sais pas si tu vois, il y a un certain endroit, il y a des fontaines, des boutons poussoirs, parce que c'est vrai que on n'y pense pas, mais l'eau c'est quand même important. Voilà. Vous ne serez pas déshydraté au Baka Fest. Question culture, y aura-t-il Mighty Mike avec Dontology? Non. Malheureusement, Mighty Mike ne sera pas présent, mais on pense à lui en poison violent, Choubadé. Pourquoi Evil? Alors, je pense que c'est Evil P et que ce n'est pas le diable lui-même. Mais pourquoi Evil n'est pas booké? Peut-être sur une année à venir, mais en fait, comme je disais, l'objectif c'est de faire passer tout le monde en fait. Ouais, c'est clair. Mais il a fait un tweet sur ça. Il a dit un truc Baka. Evil a dit un truc Baka. Evil, tu fais des trucs que même l'organisateur est pas au courant. On va voir ça. Après, Evil, je le big up parce qu'il est très très fort à FIFA. D'ailleurs, il a fait l'un de nos tournois et je le soupçonnais pas d'être aussi fort. Oui. Il avait pété un plomb quand il avait perdu d'ailleurs. Il aime le métier. Non, mais chaque année, on essaye de mettre vraiment tout un panel d'artistes locaux. Donc, c'était pas cette année, soit là peut-être l'année prochaine. Peut-être après. Voilà. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc alors, c'était pourquoi les prix ont explosé cette année, mais tu as expliqué qu'on était toujours pas sur le vrai prix. Ils n'ont pas explosé. On est passé de combien à combien? Parce que on est passé c'est juste les last qui ont augmenté, mais on est toujours les premiers prix étaient à 75. C'est juste que nous-mêmes on était surpris. En une journée, ça a été victime de votre succès, c'est beau. Ouais, non, mais c'est vrai. Je te fais une anecdote, une aparté. En fait, aujourd'hui, on avait fait de la préinscription. Ok. En fait, on donnait la possibilité aux personnes qui étaient préinscrites d'avoir accès à la billetterie avant tout le monde. On a ouvert la préinscription, la billetterie des préinscrits 2 heures avant l'ouverture officielle. Donc à 10 heures de mémoire, heure de Martinique. Et pour nous, dans notre tête, en fait, on aurait des early bird 75, toujours à midi. À 10h30, il n'y avait plus rien. Fini. Donc en fait, on a fait une mini réunion de crise parce qu'on s'est dit, en fait, quand les non préinscrits vont aller sur la billetterie à midi, ils vont tomber en direct sur le prix à 120 €. Et en fait, ça, on ne l'avait pas prévu parce qu'effectivement, on n'avait pas prévu que les premiers passes partiraient aussi vite. Donc il y a tout ça qui a fait que en fait, les gens ont tout de suite dit qu'on a augmenté nos prix alors qu'on a commencé à 75 €. Et 75 € divisé par 2, c'est cher. 37,50, excuse-moi. Putain, je suis fatigué, mon frère. Attention, DJ Dan Bob de Maths, The Mathematic Master. Non, mais en fait, voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, 37,50 € par jour, par jour, tu as en moyenne 10 artistes. Alors que des fois, tu vas avoir des concerts d'artistes qui sont seuls pour 2 heures. Ils peuvent avoir 60 € des fois pour des gros artistes. Donc en fait, c'est pour ça que la notion de cher, des fois, on a du mal à la percevoir. Chez nous, en tout cas, on se dit, mais les gens, j'ai l'impression que peut-être effectivement, et là je te rejoins, peut-être que le fait d'annoncer les artistes one by one, peut-être qu'ils oublient en fait. Ils ne réalisent pas tout ce qu'ils ont. Qu'on a déjà annoncé. Donc c'est vrai que
ça fait partie de nos réflexions aussi. Donc voilà. Y aura-t-il de nouveau les navettes et où sont les points de départ? Alors pareil, la fluidité passe aussi par l'accessibilité. Du coup, on va aussi mettre cette année des parkings dépontés, donc dans des communes avoisinantes. Donc là aussi, des infos vont sortir courant de semaine prochaine pour pouvoir un peu pour que les gens s'organisent aussi. On va aussi, autant que faire se peut cette année, privilégier le covoiturage. Voilà, si on est 5 à aller dans le même événement et qu'on est potes et qu'on sera au même endroit, peut-être prendre une seule voiture plutôt que d'en prendre 5. Et puis oui, donc on aura aussi des navettes déportées, comme je le disais, dans les communes avoisinantes, dans des parkings dédiés à cet effet. Comment faire partie de l'équipe? Est-ce que vous recrutez des trucs pour la prochaine édition? Peut-être même là, vous avez besoin de quelqu'un, je sais pas, pour porter des poutres, on ne sait pas. Comment on peut vous contacter pour envoyer des CV? Doucine ou MyCartel, les assos. Et aussi cette année, pour la première fois, on a fait aussi un job dating en partenariat avec le Pôle emploi. L'idée aussi est de montrer que en fait, tout le monde peut participer au Baka Festival, peut donner de son expérience, peut donner de son savoir-faire. Donc je crois que ça c'est Jennifer qui s'en occupe avec Mathieu, Matix, big up à toi, Madame Musique, tu connais, qui s'en occupe. Et en fait, il y a eu un franc succès. Je crois qu'ils ont à peu près eu 90 candidatures. Ok, quand même. Et voilà. Donc il y a plusieurs moyens de travailler avec nous. Quelle est la situation la plus insolite que vous ayez eu à gérer? Alors, La plus insolite. Ouais. j'en ai une. Est-ce que vous pouvez en donner une chacun si vous voulez? Vas-y. Non, mais Non, moi j'ai rien de fou. C'était Moi- quand le DJ de Myster Easy était tombé dans les pommes là. What? j'avais oublié ça. Ça, personne ne sait ça. Ouais. On a Moi- digéré ça, mais bon, Moi j'en ai une, c'est elle est un peu plus technique, je sais pas si tu te souviens, la scène de 2017. Il y a un moment, il y a eu une grosse rafale et telle une voile de Yol, l'arrière scène a commencé à battre. Ok. Et in extremis, on a pu la rattraper. Mais en fait, voilà, on s'est rendu compte que là, on est à la pointe folle, il y a du vent, quoi, tu vois. Et après, voilà. Mais moi, c'était juste ça. Tu vois, plein de petits trucs en off que les gens ne voient pas forcément. Et toi, c'est vrai que j'avais oublié celui-là. Raconte, c'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est que son DJ était tombé dans les pommes pour je ne sais quelle raison. Mais attends, mais pendant qu'il mixait, Non, juste avant qu'il monte sur scène en fait. Ah ouais. Donc ça a retardé un peu le show. Je crois que j'ai dû faire passer un DJ à sa place. Et c'est des trucs que les gens ne voient pas, qui ne sont pas au courant. Et heureusement, parce qu'on est là justement pour Oui, que. pour qu'il y ait la magie de. Voilà, Mais exactement. Pour le coup, j'en ai une. Popcan, qui était prévu à 19. Il joue à 20h30, il découte ses Tu te souviens pourquoi? Non, je me souviens pas pourquoi. Qu'est-ce que le fameux Unruly a foutu en gros? Non, c'était pas trop de sa faute. C'est juste que, voilà, il y a des embouteillages. Il devait chanter à 19h et il est parti du François à 19h. Ou c'est un peu de sa faute quand même. Non, c'est de notre faute quand Moi, même. je sais pas, moi je sais pas comme ça. Big up Pop Cathy qui nous regarde. On a une question intéressante pour répondre chacun. Imaginez que vous avez un budget illimité, vous êtes Jésus-Christ, vous pouvez faire apparaître les gens. Quel artiste, un artiste chacun, rêvait au Baka Fest? Michael, frère. Michael Jackson? Non, mais pas ressuscité, mais Tu m'as dit. Non, mais je t'ai pas dit. Tu as dit. Téléporté, moi j'allais guider. Ah bon. Jésus-Christ, là. Non, Jésus-Christ ressuscite lui, mais il ressuscite pas les gens. Alors, on sait pas, on n'a pas eu le temps de tester. Quelques vivants, si possible. Là, Ouais. Non, mais c'est quoi la vraie question? C'est Si tu as nous personnellement, Oui, ou bien non, personnellement. ou ce qu'on pense qui pourrait cartonner au Baka. Bon, si tu veux faire les deux, frère. Si tu veux faire les deux. Donc, pour toi et pour le public. Moi, ça aurait été Aya Nakamura, je tiens à dire. Aya, ouais, pour le public, ça après, c'est. Voilà. Ouais. Maintenant, après, j'aurais dit Beyoncé, mais ça aurait été chiant. Beyoncé, tu sais, je parle avec Mago. Bisous doudou, je t'aime. Et parce qu'il est fan de Beyoncé. Et je lui dis, mais les Martiniques, ils s'en battent pas les couilles, mais c'est-à-dire qu'à un moment, elle va chanter des sons et elle va l'avoir comme ça. Non. Net. Non. C'est sûr, frère. Non. Enfin, si elle chante, parce que je regarde des concerts de Beyoncé et moi-même, des fois, je suis en mode,
Ouais, ce son-là, bon, c'est un show crazy. Toi C'est un show crazy. Non, mais Toi, c'est ça, je peut-être. t'explique, c'est-à-dire que Toi. pour le public martiniquais, genre les gens qui sont dans l'événement, elle va chanter Crazy in Love single lead, ils ont créer machin, et quand elle va commencer à chanter One Plus One Equal Two, Mais les filles le connaissent, c'est ça. En fait, toi, tu. je sais pas, il y a les Gaza aussi, il y a beaucoup de Gaza qui Je sais pas, les Gaza, elles sont un peu. Tu sais, Rihanna, elle va exploser ça. Mais Beyoncé, elle a un répertoire plus. Oui, mais elle a du charisme. En fait, il y a ça aussi qui joue, tu vois. Ouais. Quand tu es sur scène, même si les gens ne connaissent pas, mais si t'as. En Tu plus, penses il y a que le Beyoncé, show derrière en plus, parce que bon, Beyoncé, quand elle vient pas juste sur une scène et puis c'est tout. Hein. Ouais. T'as un gros show derrière, tu C'est vois. clair, c'est clair, Donc c'est il y a tout ça qui fait que ça jette. Donc même si tu connais pas, en fait, tu rentres dans le truc. Et c'est ce qu'on essaye un peu de reproduire avec, en tout cas, à notre mesure. Au Baka Festival, c'est au-delà de la musique que quand tu es sur scène, que tu sois un peu bleu, Oui, non, c'est quand tu es plein les yeux, quoi, tu vois. Tu Parce penses que Beyoncé, elle pète le Baka Fest? En fait, forcément, les gens, par curiosité, les gens vont venir. Non, pas venir, je pense Mais- pas vraiment de la Mais réaction. mais je te rejoins sur la musicalité. Je pense qu'une Rihanna serait plus audible et plus facilement accueillie. Parce qu'elle a quand même des sonorités un peu plus caribéennes qui, même s'ils ne comprennent pas les paroles, Oui. Le- Et même le répertoire, j'ai l'impression qu'on aime plus nous, le répertoire de Rihanna, que elle passe plus en radio, je sais pas, j'ai l'impression. En 2045, ils vont faire Beyoncé, et du coup, on pourra tester. Ouais. T'as pas dit ton autre histoire. T'es Moi- toujours en train de Michael Jackson. Non, mais toujours pour rester un peu dans la logique caribéenne, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'artistes. Bob Marley, ouais. Non. Ouais, ce serait Michael et Bob, ce serait cool. Lui, c'est Felix Cartel, là. Ouais, aussi. Ça, c'est Non, pas mais il y a un collectif d'artistes que je kiffe et que je vais aimer faire parce que aussi on ne le sait pas, mais ils ont aussi des racines antillaises pour être haïtiens. Ce sont les Migos en fait. Moi je trouve que ça c'est frais et j'aime bien leur travail en fait. Mais Ils vont il des n'y a fois. plus les Migos, c'est ça le problème. Ben, frère, C'est Jésus, il va les réunir. Mais tu sais, même ça, je crois, je parlais de ça, il disait, est-ce que Migos, à un moment, on sera pas en mode, ils vont chanter Bad and Bougie, on va créer, et tu sais, ils vont chanter, non, ils ont des hits quand même, les Versace. difficiles de Pétion, c'est ça, les difficiles de Pétionville, c'est quoi ils ont Ouais, ils ont fait des reprises avec des sonorités antillaises. Moi, C'est vrai. je kiffe le mood en mode, des fois, ils s'habillent en patte d'éléphant années 70. Leur délire va loin, ils ont fait le son qu'ils ont fait avec Ric Flair. Oui, il y a en Offset fait, dessus. je kiffe. Non, ils sont légendaires, mais tu sais, moi, c'est vraiment une réflexion que j'ai sur le public martiniquais. Ouais, c'est chaud. Où des fois, tu te Tu as retrouves. parlé- avec il a des parlé gars. de Mr. Easy, c'était clairement ça. Mr. Easy à l'époque, pour nous, c'était le premier big artiste afro, Ouais. qui en termes de streaming à l'époque, c'était presque le number one. Il y avait pas Non, c'était Wizkid. Ouais, ben, T'as toujours été après Wiz. Après Wiz, c'est-à-dire Ouais, number après one. Wiz, En tout cas, il n'y avait pas CK, il n'y avait pas Burna, ils Non, ça existaient n'existait pas pas encore. encore. Ouais. Mr. Easy, on le fait sortir du Nigeria. Et moi, j'étais super fier de voir dans son line-up. Avant, nous, il était en Norvège et après, il était en Afrique du Sud. Et puis au milieu, tu vois, il marqué Martinique. Boum. Je me suis dit, ah, chaud quand même. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que même si le gars a un répertoire de ouf, il est streamé de ouf, Le public s'en. Non, j'ai pas envie de dire s'en bat les couilles, mais. il a chanté, le gars, il a chanté 2 sons. Et à partir du 3e son, les gens, ils le regardaient. Il y a Style Fresh aussi, où je le regarde et je sens qu'il se dit, ah ouais, dur ici, c'est pas. On a un public assez particulier. On a un public particulier. Faut le souligner. J'espère que vous Même savez. vous aimez. Et pour finir, est-ce que vous avez un meilleur souvenir chacun du Baka Festival depuis, bon, on va se créer encore des meilleurs souvenirs bientôt, mais chacun un meilleur souvenir depuis, je sais pas, 2014, vous avez commencé 2014. Ça fait super longtemps. Donc, un meilleur souvenir. Moi, j'en ai un. Moi, c'est quoi? Moi, mon meilleur, c'est bon, c'est la famille, c'est Meryl, c'était beau. C'était beau. Quand Meryl a beurré, c'était beau. C'était quoi, toi? Frisson. Moi, je vais revenir en back to the basic. Vraiment, moi, j'avais un souvenir à l'époque au Bakwa, c'est que le staff, quand c'était terminé, ben, on se retrouvait tous dans la piscine du Bakwa à débriefer et à se dire putain, on a bossé pendant des mois, on était usés. Et en fait, chacun se racontait entre nous nos anecdotes. Ouais, j'ai dû porter des barrières tout seul de là à là. Un tel pour vigner des mois, ben, j'ai vigné. Voilà, tu vois, en fait, c'était ce côté. Effectivement, le Bakwa, on avait ce côté convivial qu'on a toujours, qu'on essaye de garder, vraiment toujours. Mais ben, on a grandi entre-temps. Et c'est vrai que ce côté-là me manque un peu. Ce côté-là, on est devenu vraiment Une grosse machine. Quoi. Non, pas une grosse machine. En vrai, honnêtement, quand on va voir d'autres festivals, on se rend compte qu'on est à des années-lumière des gros festivals. Mais entre guillemets, comme on s'est professionnalisé,
et qu'on peut plus laisser, on peut plus faire les choses au hasard. Donc on s'est professionnalisé. Donc aujourd'hui, le sérieux a pris le pas sur la déconnade en fait. Ok. Et c'est tout autant bien. Je pense que ça a fait progresser le festival. Mais c'est vrai que ce côté un peu légèreté et tout. Innocent peut-être. Ouais, on était naïf à l'époque. Ouais. Je pense que si on devait refaire les choses, je pense qu'on se serait peut-être même pas embarqué dedans, mais je pense qu'on est des passionnés, donc on devait refaire. Mais voilà, moi, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est vraiment ça au début. Et toi, beau moment au Baka J'ai Fest? même pas, parce que moi, j'ai pas Tu le aimes temps. tout. Non, C'est vrai non, que comme t'es derrière. j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. En fait, blague à part, on voit pas le festival. Moi, j'ai vu le festival pendant le Covid, quand on faisait les replays du festival, parce que voilà, après, tu as un stress de ouf. En vrai, quand on ouvre les portes, moi, je compte en décompte. Je suis en décompte. Je me dis combien de temps avant la fermeture. Tu vois, t'as quand même un beau stress. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir le festival en fait. En tout cas, vous aurez de meilleurs souvenirs au Baka Fest, donc 13 et 14 août. Ouais. 2022, n'hésitez pas à venir, à crier pour les artistes. Moi, je suis déjà chaud de voir ça. Dites-nous dans les commentaires si vous avez encore d'autres questions. Je vais voir si je peux répondre. Peut-être que j'ai des trucs que j'ai oublié de demander. Mais en tout cas, merci à Méloman. J'ai décidé de l'appeler Méloman. Je ne sais pas pourquoi. Et à DJ Dan. Mais c'est quoi ton nom? Tu appelles DJ Dan toujours? Dan, appelle-moi Dan. Dan Evans. Parce qu'après, il a changé de nom. Il y a toute une histoire. Rendez-vous au Baka Fest. Merci à nos invités. Yes, C'est un spectacle. Faut pas avoir l'idée, non, on parle de rien, en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.